Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, juger, c'est bien sûr décider de la culpabilité et de la peine, mais c'est aussi accepter d'être celui qui nomme le réel. Car n'ayons pas peur des mots. C'est bien de fait de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans que sont accusés Paul et Jean. Alors j'entends déjà la défense plaider l'absence de contrainte, insister sur le consentement de l'ensemble des personnes prostituées auxquelles ils ont eu recours, et ce, peu importe leur âge. Pourquoi alors le ministère public, que je représente aujourd'hui, a-t-il choisi de retenir ces qualifications-là, parmi les plus graves du droit pénal français? C'est parce que non seulement l'âge des victimes, mais aussi le contexte des faits caractérise sans équivoque une contrainte. L'âge d'abord, car les personnes prostituées étaient de plus en plus jeunes, certaines étant même prépubères. Il convient de rappeler à ce stade que les premiers signes d'apparition de la puberté chez les filles apparaissent aux environs de 10 ans. Qui oserait donc soutenir de bonne foi qu'à 8 ans, qu'à 9 ans, dans un bordel de Phuket, on est en mesure de consentir, lorsqu'on sait ce que ce mot veut dire, à parfois des dizaines de relations sexuelles complètes par jour avec des adultes, parmi lesquels les farangues. Les farangues, ce sont ces touristes, pas nécessairement fortunés, mais qui ont tous pour dénominateur commun d'être sûrs de leur bon droit, parce qu'ils sont affranchis de leurs contraintes domestiques. Sûrs de leur bon droit aussi, parce qu'ils se délestent de quelques billets en contrepartie, comme si cela rendait acceptable le fait d'avoir des rapports sexuels avec des enfants, parce qu'il s'agit bien d'enfants et pas d'autre chose. Eu égard concernant le contexte, il me revient de rappeler que les victimes de ce qui s'appelle le tourisme sexuel impliquant des enfants, dont la Thaïlande est une bien triste destination phare, comme ce dossier le démontre, sont avant tout des orphelins et des enfants des rues, des jeunes et surtout des jeunes filles, issus des zones rurales les plus défavorisées du nord du pays, voire, dans les pires des cas, s'il est possible de hiérarchiser en la matière, des enfants enlevés et dressés par les coups des mamassanes, ces proxénètes qui gèrent de prétendus salons de massage. Car oui, ce dont ont profité Paul et Jean, entre autres choses, c'est bien de réseaux de traite des êtres humains, et en l'occurrence d'enfants, à des fins d'exploitation sexuelle. Parce que le proxénétisme est toujours en lien étroit avec les deux autres fléaux que sont la corruption et la criminalité organisée. Les faits sont reconnus et établis, tant en plan matériel que moral, car ni Paul ni Jean ne pouvaient ignorer ces circonstances, ni le jeune âge de leurs victimes. Mais la défense feint de se demander pourquoi, dans ce cas, cette absence de plainte de la part des victimes ou de leurs familles? Pourquoi, dans ce cas, cette absence de dénonciation par les autorités de police thaïlandaises, alors même que Pierre avait dénoncé les faits avant son retour en France? Je le concède, il est malheureusement vrai que ce procès est un procès sans victime en chair et en os, présent avec nous ici, dans cette salle, pour témoigner, pour reconnaître précisément ses agresseurs. Mais comment d'ailleurs pourrait-elle les identifier nommément dans la masse indistincte et semblable de ses clients? Voilà encore un euphémisme. C'est précisément parce que ce type d'infraction est difficile à prouver. C'est précisément parce que l'anonymat du touriste étranger renforce son impunité que la loi pénale française n'exige ni plainte, ni dénonciation officielle en matière d'infractions sexuelles commises à l'étranger par nos ressortissants. C'est aussi pour que l'action publique ne soit pas tributaire de l'inertie des autorités locales qui, trop souvent, ferment les yeux sur ce phénomène endémique pour la bonne et simple raison qu'il constitue une manne financière considérable pour le pays. Certaines statistiques établissent même à 40% du PIB thaïlandais la part des revenus du tourisme sexuel. Cette tolérance des autorités, pour ne pas dire cette omerta, c'est aussi le fruit de la culture des régimes dits prohibitionnistes, comme l'est la Thaïlande depuis 1960, qui font de la personne prostituée une coupable comme une autre au sein du système prostitutionnel, à égalité avec le client d'une part, le proxénète de l'autre. Ce filon, il est aussi exploité par des agences de voyage françaises comme celle qui comparaît devant cette cour aujourd'hui, et qui, cyniquement, a fait feu de tout bois. Vous entrerez donc sans difficulté en voie de condamnation à son égard, en tant que personne morale et au titre de la complicité, parce que ce sont bien ces représentants personnes physiques, confortablement installés dans leur bureau parisien, qui ont, pour son compte, fourni à Paul toute la logistique nécessaire à l'organisation d'un voyage dont l'objectif affiché était la commission de violences sexuelles sur des mineurs. Alors, sans surprise, les accusés se récrient à grand bruit.
Je dis sans surprise parce qu'il est évidemment beaucoup plus simple de se déresponsabiliser, comme ils l'ont fait tout au cours de ce procès, en se retranchant derrière deux arguments que j'ai identifiés au sein de leurs propos et que je trouve pour le moins nauséabonds. Premier argument, le relativisme culturel. Chez eux, c'est pas comme chez nous. Second argument, l'alibi humanitaire. Il vaut mieux ça pour ces gamins plutôt que de crever de faim. Ce positionnement est d'autant plus surprenant que Paul et Jean sont tous les deux pères de famille et qu'ils ne supporteraient certainement pas, en tout cas je l'espère, que l'on fasse subir à leurs propres enfants ce qu'eux-mêmes font subir à ceux des autres. La Cour ne sera évidemment pas dupe parce qu'elle gardera en tête les conséquences catastrophiques des agissements de Paul et Jean sur ses enfants, sur ses victimes. Des conséquences physiques d'abord, en raison évidemment de la douleur ressentie au moment des rapports sexuels, de la violence physique à laquelle ils sont soumis, des conditions d'hygiène douteuses dans lesquelles ils évoluent, et bien sûr de la contraction d'infections et de maladies sexuellement transmissibles, au premier rang desquelles le VIH. Des conséquences psychiques ensuite, de l'ordre du stress post-traumatique, et des conséquences sociales enfin, car même quand elles sont tolérées, les personnes prostituées, y compris et surtout les enfants, sont toujours marginalisées. Paul est également accusé de fixation et de diffusion d'images pédopornographiques, faits qui ont été établis par l'exploitation de son ordinateur personnel, notamment au cours de l'information. C'est ce qui me fait dire que nous sommes en présence de deux profils distincts, mais également coupables. Prenons Paul d'abord. Si Paul est habitué depuis de nombreuses années des voyages en solitaire en Thaïlande, ce n'est manifestement pas pour la beauté paradisiaque des plages de Koh Phi Phi. Il est friand de pédopornographie, dont je rappelle qu'elle est alimentée et qu'elle alimente le tourisme sexuel impliquant des enfants. Paul se comporte ainsi comme un prédateur et présente manifestement une attirance sexuelle de longue date pour les jeunes mineurs. Jean, quant à lui, est dans une situation un peu différente. Il prétend s'être laissé entraîner par son ami Paul, un petit peu à la manière finalement d'un adolescent influençable qui, sous la pression de son groupe de camarades, a fumé sa première cigarette. Sauf que tout n'est évidemment pas comparable. Alors certes, il ressort des expertises psychiatriques versées au dossier que la dangerosité criminologique, autrement dit le risque de récidive de Jean, est moins important que celui de Paul. Néanmoins, la responsabilité de Jean est d'autant plus grande qu'elle procède de la plus pure indifférence, du plus cruel manque d'empathie. Il va sans dire que le stress au travail ou les désagréments de la vie conjugale, dont les deux accusés ont fait état au cours de ce procès, ne sauraient évidemment justifier en aucun cas leurs agissements. Il ne s'agit même pas de la fameuse frustration sexuelle qui a souvent bon dos, soit dit en passant, puisque les deux étaient mariés et parfaitement insérés socialement. C'est au regard de l'ensemble de ces éléments que je requiers une application extrêmement rigoureuse de la loi pénale, avec une peine de 15 ans de réclusion pour Paul, une peine de 12 ans de réclusion pour Jean, assortie dans les deux cas du suivi socio-judiciaire. Concernant l'agence de voyage, je requiers la fermeture définitive de l'établissement concerné, ainsi qu'une amende d'un montant de 500 000 € et la publication de la décision à intervenir par tout moyen. Quelques mots pour conclure rapidement. Paul et Jean vous diront peut-être qu'ils payent pour les autres. Les autres, ce sont les 10% des touristes mondiaux qui, chaque année, ne voyagent pas pour la mer et le soleil, mais pour le sexe, consenti ou non, y compris avec des enfants. Mais ne vous y trompez pas. Paul et Jean ne sont pas, comme ils essaient de vous le faire croire, les victimes expiatoires d'une forme de morale bourgeoise occidentale. S'ils doivent être condamnés aujourd'hui, c'est bien parce qu'eux-mêmes, ils ont violé. Et c'est aussi pour bien signifier qu'il est hors de question que le « c'est pas moi, c'est les autres » puisse servir de porte de sortie en matière d'exploitation sexuelle, particulièrement concernant les mineurs. Je vous demande donc aujourd'hui de refuser que l'institution judiciaire participe à la banalisation de la marchandisation du corps des autres et a fortiori des plus vulnérables, qu'elle a pour mission de protéger, et ce, quelle que soit leur place dans le monde.